L'invité de Guillaume Durand avec Le Figaro. Donc vous êtes tête de liste européenne, bonjour, bienvenue. Question directe, Bonjour. Est-ce que vous êtes favorable à cette idée d'un référendum conjoint avec les élections européennes ? Je crois que le référendum est un dispositif essentiel de la Ve République et qu'on aurait dû l'utiliser plus souvent et le respecter quand on l'utilise. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on ne sortira pas de la crise actuelle par un référendum. Un référendum, c'est le moment où un chef d'État choisit de consulter les Français sur une réforme majeure sur laquelle il n'a pas la certitude de leur approbation. Ici, on parle d'une pluralité de réformes qui n'ont pas directement trait à ce qui a motivé la crise des Gilets jaunes. Et je crois que ça n'est pas du tout par là qu'on s'en sortira. Ce qu'il nous faut, c'est un nouvel élan politique. Et un nouvel élan politique, je crois, ne peut sortir que d'une proposition politique globale. C'est peut-être ce qu'on est en train de vivre ici, le fait que le débat de 2017 n'a pas été vraiment authentiquement l'occasion de faire un choix structurant pour l'avenir de notre pays. Mais je ne crois pas que ce soit à travers une pluralité de questions à choix multiples qu'on se sortira de la crise. Mais donc vous êtes contre l'idée qu'on puisse y avoir un référendum conjoint ? Je suis contre aussi pour une seconde raison, c'est que, comme le disait Guillaume Tabar à l'instant, ça occulterait totalement le débat des européennes. Or, nous avons besoin d'un vrai débat sur les européennes, d'un vrai débat sur l'avenir de l'Europe, et ce serait absurde de remplacer ce débat par une discussion sur des questions d'intérêt national. Le président de la République a toujours dit qu'au fond, son grand débat, c'était la réponse aux commentaires perpétuels dans la presse sur son action. Il est donc à Évry-Courcouronnes aujourd'hui. Il y a une question que je me suis posée concernant peut-être la naïveté des Républicains et des opposants en général, c'est que dans ce grand débat, le président de la République s'est quand même offert une présence sur les chaînes d'information qui est quasiment permanente depuis le début de cette opération. Et vous êtes un peu les dindons de la farce, parce que à part commenter ce qu'il a dit, il a fait 6 heures et vous faites 2 minutes. Est-ce qu'à un moment, par exemple, vous envisagez, je ne sais pas, de demander au CSA de regarder ça de plus près ? Ça a été fait, les Républicains ont écrit au CSA pour indiquer qu'il y avait de toute évidence un problème de répartition des temps de parole dans l'organisation de ce grand débat, notamment précisément parce que nous sommes à la veille d'une élection européenne très importante, qui est dans moins de 4 mois maintenant, et que de toute évidence, il y a un problème évident dans l'organisation de l'information dont on parlait à l'instant. Cela étant dit, je crois que vous savez ce qui compte pour nous, c'est pas d'occuper les chaînes d'information en continu, c'est de faire des propositions qui soient claires et qui soient transparentes. Et de toute évidence, ce grand débat qui ressemble à une mise en scène... On est au début du mois de février, les élections européennes, c'est le 26 mai. Bien sûr, donc c'est une forme de campagne qui est menée. Quand il va voir les élus, ce qui est le cas aujourd'hui, quand il va voir les Français, c'est pas une dénonciation de ma part, c'est une constatation. Oui, c'est un constat que nous partageons. C'est une sorte de campagne qui ne dit pas son nom. Mais encore une fois, elle ne convaincra que si, à la fin, il y a des propositions. Elle a déjà claires. Convaincu, puisqu'au départ de cette campagne, il était derrière le Front National et maintenant il est devant. Et les Républicains, je vous en parle pas, ils sont à 10. Vous êtes à 10. Encore une fois, il nous reste encore 4 mois devant nous et ce qui comptera à la fin, c'est de savoir qui fait des propositions qui sont claires et qui sont déterminantes pour l'avenir. Aujourd'hui, c'est clair qu'aussi, ce grand débat permet au président de la République d'occuper les chaînes d'information en continu, mais personne ne sait exactement ce qui va en sortir et c'est, à mon avis, le principal danger, la principale difficulté devant laquelle il se trouve. Vous êtes tête de liste aux européennes. Ma question va être très simple. Personne n'a rien compris au programme de Laurent Wauquiez, c'est-à-dire au vôtre. Alors, c'est un trio qui prend... il y a Arnaud Danjean qui est un spécialiste des questions de sécurité, Agnès Evren qui est vice-présidente de la région Île-de-France. Mais quel est votre projet exactement ? On fait beaucoup d'injustice à la droite en considérant que son programme est illisible. D'abord, elle a été l'une des premières à voter de façon unanime un consensus qui a été déterminé à Menton il y a déjà quelques mois. Aujourd'hui, notre projet, il est très simple. Nous croyons que l'Europe est nécessaire pour faire face à la mondialisation, mais nous pensons que pour qu'elle nous permette de nous renforcer dans la mondialisation, il faut la transformer en profondeur. Nous ne voulons pas persévérer dans la voie d'un déni qui a fait la preuve de son inefficacité, celui de toujours plus de normes, celui de toujours plus d'immixtion dans les détails de la vie concrète d'une Union européenne qui ne sait pas pourtant nous renforcer sur les questions les plus stratégiques. Et je crois que sur beaucoup de sujets qui vont occuper le calendrier au cours des prochains mois, sur les questions industrielles, sur les questions économiques. C'est le projet Giscard, c'est-à-dire c'est une Europe à plusieurs vitesses avec... Non, au contraire, ce qu'il faut, c'est relancer... Vous restez à 28, D'abord, vous résumez l'Europe à la zone euro, à Schengen. Par exemple, un élément très simple, c'est qu'il faut stopper l'élargissement. Oui. Voilà un élément qui nous distingue de la proposition du président de la République, qui a dit qu'il était favorable à de nouveaux élargissements. Nous disons très simplement que pendant les 5 ans qui viennent, nous devons tenter de reconstruire une Europe qui fonctionne, plutôt que de poursuivre dans une dynamique d'élargissement qui ne permet plus de décider efficacement. Ensuite, nous allons faire des propositions tout au long de ces 4 mois. La campagne commence. C'est l'occasion ce matin. Est-ce que vous avez une idée précise qui pourrait donc fixer l'attention des Français ce matin sur un thème ? Vous parliez de Schengen, par exemple. Eh bien, Schengen, la question de la crise migratoire est évidemment l'un des défis majeurs que l'Europe doit relever. Si nous ne savons pas la relever, l'Europe va continuer d'être durablement discréditée. Certains disent qu'il faut défaire Schengen. Nous n'y croyons pas.
Nous croyons qu'il est nécessaire de se défendre ensemble. Si on laisse la Grèce, si on laisse l'Italie se défendre toute seule, nous allons de toute évidence continuer de faire face à la crise migratoire. D'autres disent, au contraire, nous devons renoncer à toute politique nationale en matière migratoire. C'est le cas du président de la République qui pense que nous devons seulement répartir des quotas de migrants en Europe. Nous ne le croyons pas non plus. Nous pensons qu'il faut à la fois une action très renforcée aux frontières extérieures de l'Europe, qui doivent être stabilisées. Non, aujourd'hui, l'Europe est très impuissante. Il y a une agence qui s'appelle Frontex, mais dont les moyens doivent être considérablement augmentés. Il faut mettre en œuvre une flotte qui nous permette de faire face au trafic des passeurs en Méditerranée. C'est-à-dire une flotte européenne qui soit entre l'Italie et la Libye, par exemple. Exactement. Et qui nous permettent de mettre fin au trafic d'êtres humains qui prospèrent sur notre faiblesse. Et deuxièmement, nous devons aussi pouvoir rétablir une politique migratoire nationale efficace. Et cette proposition-là, elle est claire et nous sommes les seuls à la défendre. Est-ce que vous considérez, comme Éric Zemmour, que l'Europe est un État sans nation ? L'Europe ne doit pas être un État sans nation. L'Europe doit être une coopération de démocratie nationale. Moi, je crois, pour ma part, j'ai toujours cru, et c'est le projet que nous défendrons, que la démocratie, elle se vit à l'échelle des peuples, et les peuples sont les expressions qui se manifestent à l'intérieur des démocraties nationales. Il n'y a pas un peuple européen et par conséquent, il n'y a pas d'État européen. Il y a une civilisation européenne magnifique et le beau modèle que l'Europe doit inventer, c'est ce modèle d'une alliance de démocratie. Est-ce que vous reviendrez sur la loi Taubira si jamais vous accédez au pouvoir ? C'est pas du tout le débat européen et je ne veux pas laisser ce débat être... Je pose la question à vous, parce que vous abordez le sujet dans votre livre. Moi, j'étais, je l'assume de façon très sereine, opposé à la loi Taubira, comme une immense majorité des élus et des parlementaires, et même une immense majorité, j'en suis sûr, des électeurs de droite. Maintenant, encore une fois, ça n'est pas le débat, et je ne laisserai pas le débat européen être pollué par ces questions qui n'ont rien à voir avec le sujet qui se présente devant nous. L'Europe est un sujet trop sérieux pour que on puisse se permettre de détourner le sujet. C'est pas un sujet sérieux ? Mais bien sûr, mais c'est un sujet très sérieux. Je me suis engagé encore une fois sur cette question, je l'assume parfaitement. Mais maintenant, ça n'est de toute évidence pas du tout le débat européen. Vous savez très bien qu'il s'agisse de ça, de contraception, d'avortement. On va revenir à chaque fois, pardonnez-moi, après on va revenir au livre, on va revenir à chaque fois à ces positions qui sont les vôtres. Forcément. Mais je suis pas dupe. Vous les avez incarnées, donc on va forcément... Alors, d'abord, il faut être précis. Je suis pas dupe de la polémique qui est faite pour tenter de me cornériser ou de me caricaturer. Non. De me caricaturer d'autant plus que là, vous venez d'amalgamer des choses. Je me suis jamais prononcé contre la contraception et la ministre de la Santé qui me fait dire des choses que je n'ai pas dites sont complètement absurdes. Enfin, j'ai été engagé clairement sur la question du mariage. Pour le reste, je ne voudrais surtout pas qu'on puisse caricaturer les positions que j'ai prises et à la faveur de cette caricature m'enfermer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire peut-être qu'en fait, notre vision de l'Europe est d'une certaine manière trop redoutée pour qu'on l'affronte directement. Qu'on parle de nos propositions sur l'Europe, on le fera tout au long des mois qui viennent, mais encore une fois, j'espère qu'on ne va pas indéfiniment me ramener à ces sujets parce que ce serait une manière de manquer au débat européen qui est pourtant si important. Ce mouvement qui vous gêne d'une certaine manière, je citais au départ de notre entretien tous les philosophes et scientifiques que vous citez. Alors, ça se termine avec Ulysse, ça commence par Saint-Exupéry, mais on a plutôt l'impression que ce serait une position, j'allais dire, d'écologiste, voire même d'altermondialiste, plutôt que la position d'une droite qui, classiquement, est quand même pour les chefs d'entreprise, pour le capitalisme, etc., etc., parce que le mouvement, c'est la science plus le capitalisme. Et je vais simplement donner un point de vue, qui est celui de Laurent Alexandre, que vous connaissez, qui se bat beaucoup pour l'intelligence artificielle et qui a déclaré récemment « Il faut arrêter avec les philosophes qui parlent de politique, c'est insupportable, on devrait revenir aux années de Gaulle ou Pompidou, où les ingénieurs dirigeaient la France ». J'ai beaucoup d'estime pour Laurent Alexandre et le combat qu'il porte, mais pour ma part, je ne me reconnais pas du tout dans cette perspective. Je crois au contraire que, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais je crois que nous n'avons jamais eu autant besoin de philosophie en politique. Pourquoi ? Parce que nous sommes précisément dans un monde qui se transforme à toute vitesse, c'est que dans ce monde, nous sommes très nombreux à éprouver le besoin de retrouver un sens. Ce que j'ai voulu dire dans ce livre, ça n'était pas qu'il fallait arrêter le mouvement, mais c'est qu'il fallait redonner un sens au mouvement que nous traversons. Mais pendant ce temps, les Chinois, les Américains investissent tous les GAFA des milliards et des milliards dans l'intelligence artificielle. Mais vous savez pourquoi ? Précisément parce qu'ils ont une vision du monde. Et nous n'avons pas de vision du monde alternative à proposer. Enfin, si on n'a pas d'intelligence artificielle non plus, on ne pourra jamais lutter contre eux. Mais bien sûr, la gloire que vous souhaitez, ou d'autres rêves pour l'Europe et notamment pour la France plus particulièrement, elle sera noyée dans une dépendance économique et technologique totale. Il faut bien sûr qu'on soit capable d'investir fortement sur ces questions, ne serait-ce que parce qu'il y a là un enjeu de souveraineté pour chacun de nos États, et nous devons mettre en commun nos moyens pour garantir que nous aurons encore demain la maîtrise de notre destin, que nous ne serons pas les spectateurs de ce qui se fait en Chine ou de ce qui se fait aux États-Unis. Vous avez tout à fait raison sur ce point. Mais nous avons aussi précisément le devoir de concentrer ces moyens pour pouvoir
déterminer le cap que nous voulons suivre. Et je crois, vous parliez d'écologie, je crois que nous ne pouvons pas faire l'impasse d'une véritable réflexion écologique. Peut-être que la droite, c'est vrai, au cours des dernières années, s'est trop peu intéressée à ces questions. Je crois qu'elle doit le faire. Nous sommes prêts à le faire aujourd'hui. Parce que si nous ne savons pas penser un avenir vraiment durable, alors même la croissance économique ne nous servira à rien. La grande question que nous avons à nous poser aujourd'hui, c'est ce que nous voulons développer comme vision. Et je crois que l'Europe a une responsabilité dans le monde qui est celle d'incarner, comme elle l'a fait dans toute son histoire, une capacité de porter une vision qui puisse nous permettre de construire notre avenir. Il y a une phrase que vous citez dans le livre, « Je hais mon époque de toutes mes forces ». C'est une formule de Saint-Exupéry, c'est une citation de Saint-Exupéry qui dit précisément que dans la prospérité matérielle, il y a une forme de désert intérieur, une difficulté à s'identifier dans ce monde. C'est le contraire du capitalisme dans lequel nous vivons tous. Et justement, le capitalisme, lui aussi... C'est le contraire des sociétés, c'est le contraire... Je ne suis pas le spécialiste de l'apologie du capitalisme, mais enfin, je veux dire, de ne pas relever ces défis, c'est un peu absurde. C'est la position de Syntex dans son avion mais est-ce que vous trouvez que même du point de vue économique, les choses vont si bien que ça? Non, c'est pas ça que je pense que nous saurons mieux relever les défis économiques si nous savons quelle est leur signification. On pourrait entendre cette phrase, par exemple, chez Jérôme Rodriguez, on pourrait l'entendre chez les altermondialistes, on pourrait les entendre... je hais mon époque, c'est une phrase qui ressemble peu à la droite et fort à tout un courant qui est effectivement les Verts, les altermondialistes, Mais je crois qu'on est très nombreux. Enfin, vous voyez, j'ai 33 ans, je fais partie d'une génération qui a du mal à se reconnaître aujourd'hui dans le débat politique tel qu'il était configuré. Et je pense qu'on est très nombreux, y compris à droite, à éprouver l'impasse dans laquelle nous nous trouvons placés aujourd'hui. Attention, ça ne veut pas dire que je sois hostile à l'économie de marché, bien au contraire. Je pense que l'économie de marché fonctionnera d'autant mieux qu'on aura su développer une vision du monde. J'étais il y a quelques jours avec Laurent Wauquiez au contact du terrain économique dans le territoire de Belfort. On a rencontré des entreprises familiales. Ces entreprises, elles vont bien, elles savent investir, elles savent se développer. Pourquoi ? Parce qu'elles sont portées par l'idée du temps long, parce qu'elles ont une vision d'avenir. Et ce qui nous manque aujourd'hui peut-être, c'est cette vision du monde que les Chinois possèdent précisément, que les Américains aussi en leur sens possèdent. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous cantonner à une simple perspective technique. Je ne dis pas par là qu'il faille ressembler à la Chine, bien sûr, mais je crois que nous avons à inventer en Europe une vision du monde démocratique qui pourra nous renforcer, y compris sur le plan économique. Dernière question, est-ce que le président de la République est un élève de Machiavel que vous citez au cœur du livre ? Car celui qui rompt avec l'idée que le prince est là pour gérer la cité idéale, mais le Machiavel, c'est celui qui s'arrange avec le temps et qui change. C'est peut-être exactement ce qui est en train de se passer actuellement avec le grand débat national et pourquoi pas avec ce référendum. Alors il faut de toute façon pour tout responsable politique une capacité d'adaptation au temps, mais je crois que c'est toute la vie politique française qui, c'est vrai, est peut-être devenue un peu trop machiavélienne au sens où elle prend trop en considération les moyens et pas assez en considération le sens du but qu'il faut poursuivre. Il est 8h30. Merci François-Xavier Bellamy. Merci à vous. Le liste aux européennes était l'invité politique de la matinale.